RTI 1 vous informe. Bonjour, il est 6h30 et nous sommes samedi 10 juin 2021. Vendredi, à Yamoussoukro, le Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'inauguration d'un nouveau locaux de l'Institut national de formation judiciaire. À terme, il s'agit de doter la Côte d'Ivoire d'institutions fortes et crédibles. Cet institut dédié au savoir et à l'excellence dans l'application des lois et la protection des populations permettra d'améliorer de façon significative la qualité de la formation des animateurs du monde judiciaire. On en parle avec Alexis Ouedraogo. L'Institut national de formation judiciaire ouvre ses portes à Yamoussoukro. Construit au sein de la future cité judiciaire, l'Institut regroupe 4 grandes écoles de formation initiale et continue des magistrats et greffes de la protection judiciaire. Ce vendredi, le chef du gouvernement est venu inaugurer l'ouvrage. La capitale politique, elle, s'en réjouit. La qualité de l'appareil judiciaire d'un pays fait partie des paramètres que les grands investisseurs internationaux étudient avant de s'impliquer dans le développement de ce pays. Or, la qualité de cet appareil judiciaire dépend en très grande partie de la compétence des femmes et des hommes qui le font fonctionner. Partant, l'éducation, la formation, l'excellence sont des critères plus qu'essentiels à toutes nos sociétés et spécifiquement à notre pays qui s'est engagé résolument sur le chemin du développement humain. Fruit de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire via le C2D, ce temple de la magistrature signe la force de la coopération entre ces deux pays qui préparent d'ailleurs le C2D 3. Le programme C2D Justice en Côte d'Ivoire est aujourd'hui le plus important programme de l'AFD dans le secteur de la justice dans le monde. 7 ans après son démarrage, le C2D Justice a permis la construction d'infrastructures importantes. Tous ces travaux seront livrés avant la fin de l'année 2021. Les nouveaux locaux de l'Institut national de formation des études judiciaires, mais également ceux du Centre de formation continue d'Abidjan, dont la réception est prévue en octobre 2021, vont permettre de former chaque année davantage de professionnels de justice. D'un coût de réalisation de 11 milliards de francs CFA financé par le C2D, l'Institut qui se positionne déjà comme pôle de référence dans la sous-région pourra héberger plus de 300 étudiants et dispenser des cours en simultané à 650 d'entre eux, tout en contribuant bien sûr à une meilleure exécution du droit. Si la qualité de l'enseignement ne faisait l'ombre d'aucun doute, les conditions d'enseignement étaient difficiles en raison de l'inadaptation des locaux. C'est donc avec une immense joie et une légitime fierté que l'INFEJ reçoit ces nouveaux locaux qui lui permettront de parfaire la formation des acteurs judiciaires ivoiriens et de répondre aux sollicitations extérieures des pays amis. Cette inauguration s'inscrit dans un processus de renouvellement des infrastructures pour, d'une part, faciliter et améliorer l'accès des populations aux services publics de la justice et, d'autre part, permettre à la justice de mener ses missions dans de meilleures conditions. Pour le chef du gouvernement, l'Institut vient donner vie à une vision, celle du chef de l'État de renforcer le capital humain. Parce qu'il est certain que l'acte que nous posons aujourd'hui constitue un jalon majeur dans la marche de notre pays vers une justice moderne, indépendante et accessible à tous. L'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro sera le symbole même de notre Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire en marche, qui regarde vers l'avenir, sûre de son destin, mais pleinement consciente des marches qu'il lui faut encore franchir pour atteindre cet horizon de 2030, dessiné par le président de la République, celui d'une Côte d'Ivoire solidaire, intègre et prospère. Patrick Achi n'a pas manqué de saluer l'excellence des relations entre la France et la Côte d'Ivoire, qui donne vie à des projets d'envergure dans le pays. De la perception de la corruption 2020 de Transparency International, la Côte d'Ivoire obtient le score de 36 sur 100. Notre pays se classe à la 104e place sur 180 pays et territoires dans le monde et à la 20e place sur le continent africain. Une révélation faite cette semaine par le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance. C'était au cours de la 5e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Une journée au cours de laquelle les
autorités locales ont présenté le guide de prévention et de règlement des conflits d'intérêts, l'éclairage de Dangui Dangui. L'annonce de la suspension de dirigeants d'entreprises publiques pour mauvaise gouvernance présumée a fait la une des journaux, enflammé les réseaux sociaux, fait couler beaucoup de salive et révéler l'intérêt des populations pour la lutte contre ce fléau. La fraude, les pots de vin, les copinages, pour affecter les gens, pour traquer ces personnes-là qui contournent la bonne marche des choses. Ça a trop duré même d'ailleurs. Qu'est-ce qui a trop duré? Des sanctions. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes va se poursuivre selon le gouvernement, qui a d'ailleurs renouvelé et actualisé sa volonté de mettre fin à ce fléau ce vendredi à la 5e édition de la Journée africaine de la lutte contre la corruption à l'Hôtel Ivoire. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a annoncé la fin du sentiment général d'impunité et du phénomène des intouchables. Ceux qui se prévalaient de ces notions de intouchables et d'impunité, eux-mêmes ont pris conscience qu'ils ne peuvent plus l'évoquer. Cette dynamique s'inspire de la volonté affichée du président de la République d'élever la lutte contre la corruption sous toutes ses formes au rang de priorité nationale et donne déjà des résultats. Vous allez noter que certains dirigeants de sociétés sont en prison. Vous allez noter que certains dirigeants de sociétés ont été suspendus. Et nous attendons le résultat des audits et le chef de l'État est intransigeant là-dessus. Après avoir salué les efforts des autorités ivoiriennes dans la lutte contre la corruption, la représentante de l'Union africaine a plaidé pour l'usage de la pédagogie et de la pression exemplaire sur le front de la lutte contre la corruption. Ici en Côte d'Ivoire, il y a une décision importante selon laquelle il fallait faire la déclaration du patrimoine en début et en fin des mandats. C'est une très bonne situation afin de rassurer nos populations. Selon les chiffres officiels, la Côte d'Ivoire a obtenu le score de 36 sur 100 à l'indice de la perception de la corruption 2020 de l'ONG Transparency International. Le pays est classé 104e sur 180 pays et territoires et 20e en Afrique. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a été inauguré hier vendredi. Inauguration en présence du ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, qui représentait à cet effet le Premier ministre Patrick Kachi. Il s'est tenu également un panel pour entretenir les jeunes sur la vision et les idéaux de l'ancien Premier ministre. On regarde le reportage de Gabriel Zani. Amadou Gon Coulibaly, un homme à l'histoire politique faite de combat et de résilience. Une histoire politique qui ne doit pas prendre fin avec sa disparition. La vérité, il n'a pas laissé de vide. Il a laissé des valeurs. Et un homme ne vaut que par les valeurs qu'il incarne. Vous devez les incarner. Vous, cette génération pour laquelle il s'est battu. Un institut de formation politique porte désormais son nom. Cet institut dont les portes ont été ouvertes officiellement ce vendredi, un an après la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, a l'ambition de perpétuer les valeurs qui l'ont caractérisé. Les instituts de formation sont donc des structures qui permettent de former donc des jeunes et à la clé avec donc des certificats qui leur sont donc délivrés. D'ailleurs, la plupart des enseignants qui vont enseigner ces jeunes sont soit des universitaires ou des experts reconnus dans les différents sujets. Le vice en politique, c'est l'oubli. Les principes d'Amadou Gon Coulibaly seront enseignés dans cet institut, en plus des thématiques sur l'action et la participation politique, l'économie et la compétitivité. Pour les 6 prochains mois, nous avons donc sur 3000 candidatures, 200 jeunes qui ont été sélectionnés. Et dès l'année prochaine, nous aurons 2 fois 200 jeunes qui seront sélectionnés, donc pour des formations donc de 6 mois, avec 3 niveaux de formation, une initiation qui part donc sur les notions de base, sur les différentes doctrines, idéologies. Et ensuite, nous avons un second niveau de perfectionnement qui permettra donc aux jeunes d'avoir donc des modules plus approfondis. Près de 200 étudiants par session, 41 séances reparties en 94 heures, des formateurs de haut niveau. L'IFP-AGC se met à l'aide du temps pour constituer une élite politique. Nous félicitons aujourd'hui les initiateurs de cet institut, mais aussi tous ceux qui ont organisé
de cela pour que ce soit une réalité aujourd'hui. Et il y a déjà une première promotion qui va bientôt être formée ici et nous espérons que beaucoup d'autres jeunes viendront se former à la chose politique. Contribuer au renouvellement du débat public par la formation, l'Institut de formation politique Amadou Coulibaly a une vocation sous-régionale et est ouvert à tous sans distinction de sensibilité ou d'obédience politique. Plusieurs journalistes ivoiriens d'investigation sont en formation à Yamoussoukro. Les participants renforcent leur capacité sur la gouvernance minière. La formation vise à donner aux journalistes les connaissances nécessaires afin de mieux mesurer les enjeux et le rôle face aux défis dans le secteur minier au plan national, mais également sur le plan international. C'est un reportage de Jeanne Toubé. C'est inédit. Les questions de gouvernance dans les secteurs mines épluchées de fond en comble par des experts et professionnels du pétrole, des mines et de la géologie. Leur auditoire, des journalistes issus de divers médias, est venu de différentes localités du pays. Une formation de 5 jours pour renforcer leurs capacités sur les enjeux du secteur minier dans tous ses aspects, tant au plan national qu'international. Et au final, les journalistes sont appelés à jouer pleinement leur rôle dans la gouvernance du secteur minier. Cette formation va nous amener à aller plus vers les autorités, demander à ce que nous mettent à disposition tout ce qui concerne la gouvernance minière, le traitement des mines et autres, et ce que les différentes communautés aussi gagnent en retour. Le Ghana qui est à 120 tonnes aujourd'hui, l'Afrique du Sud qui est à 130 tonnes, nous sommes aujourd'hui à 38 tonnes. Ce n'est pas encore suffisant et donc ceux qui le font de façon illégale exploitent donc les failles des tests et de la loi en vigueur. Et c'est pour cela qu'il faut renforcer la gouvernance pour que effectivement l'extraction d'or des mines puisse profiter à la Côte d'Ivoire et profiter à l'ensemble de la population. C'est une formation de courte durée, initiative conjointe du projet GRSE, gouvernance régionale du secteur extractif en Afrique de l'Ouest, le CAMEN, Centre d'excellence africain, mines et environnement minier de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et la coopération allemande GIZ, partenaire financier. L'UNJCI, organisation nationale des journalistes d'investigation de Côte d'Ivoire, espère, avec l'ensemble des acteurs du secteur minier, de nouveaux rapports basés sur la confiance et la transparence dans la quête d'informations nécessaires à l'investigation journalistique. On était beaucoup habitués en Côte d'Ivoire à l'agriculture, au café, au cacao et autres, tout ça. Sur ces questions-là, les journalistes étaient qualifiés plus ou moins. Mais la gouvernance minière, c'est un thème un peu nouveau pour les journalistes parce que c'est un secteur dans lequel l'État est actuellement engagé. Et donc il s'agit non seulement de diffuser l'information de manière adéquate au sein de la population, mais également pour l'extérieur, afin de vendre la Côte d'Ivoire sur la scène minière internationale au mieux. Le programme GRSE, qui couvre les 4 pays du Mano River Union, vise la durabilité des secteurs miniers au plan social, environnemental et économique. La formation des journalistes d'investigation s'inscrit dans cette visée. Un second volet de cette formation portant sur la gouvernance minière est prévu avant la fin de ce mois de juillet. Les journalistes, une vingtaine au total, seront formés et édifiés sur les questions se rapportant au domaine minier. Ils seront dans leurs rédactions respectives les spécialistes des questions minières. Merci à vous, Eugène Atoubé. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage vient de publier les résultats des examens du CAP, du BEP, du BT et du BP session 2021. Cette année, les résultats donnent 62,30% au niveau national contre 82,13% l'année dernière. Notons que sur 22 394 candidats, seuls 13 951 ont obtenu le précieux sésame. Notre reporter Franck Okwadieu a sillonné quelques centres d'examen dans la ville d'Abidjan. Voici son constat. Proclamation des résultats des examens de l'enseignement technique session 2021. Ce vendredi, il est 14h. Aïcha et ses amis attendent avec impatience. Quelques minutes plus tard, notre candidate découvre son résultat. Elle est admise. Je suis soulagée. Enfin, oui, madame, ça marche. C'est aussi la joie chez les amis d'Aïcha. Venu en retard, Diakaridja se dirige vers le tableau d'affichage. Après avoir parcouru les différentes listes, il ne retrouve pas son nom. Ça n'a pas marché. Bon, je ne suis pas
trop découragé que ça. Selon le directeur des examens, des concours de l'orientation et des bourses, Bertin Kwasi Yao, cette année, le taux de réussite est faible, contrairement à l'année dernière. Les examens de la formation professionnelle concernent les diplômes suivants. Le certificat d'aptitude professionnelle, qu'on appelle CAP, le brevet d'études professionnelles BEP, le brevet de technicien BT et le brevet professionnel BP. Pour cette session 2021, nous avons enregistré 22 503 candidats. Sur les 22 503 candidats, nous avons enregistré 13 951 admis, ce qui fait un pourcentage de 62,30%. Ce sont plus de 22 000 candidats qui ont pris part aux examens de l'enseignement technique cette année. Au CBCG de Cocody, ils sont 510 candidats enregistrés avec un taux de réussite de 40%. Et on s'intéresse maintenant à l'actualité hors de chez nous au Maroc. La justice a condamné hier vendredi le journaliste Souleymane Raissouni à 5 ans de prison pour agression sexuelle. En son absence, car il est en grève de la faim depuis 93 jours. Depuis mai 2020, Souleymane Raissouni, 49 ans, est en détention préventive suite à une plainte d'un militant LGBT pour agression sexuelle, des faits qu'il conteste. Ses soutiens dénoncent un procès politique, tandis que le plaignant se défend d'être instrumentalisé politiquement. Les pays du G5, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad se sont réunis hier vendredi 9 juillet en visioconférence. Le président français Emmanuel Macron a participé à la deuxième séquence de ce sommet. Un mois après avoir annoncé la fin progressive de l'opération Barkhane, Emmanuel Macron a présenté le contour du nouveau dispositif militaire français dans la région. Selon lui, la France entend désormais concentrer ses efforts vers le sud, car selon Emmanuel Macron, les groupes terroristes, et je cite, ont aujourd'hui décidé de laisser une ambition territoriale au profit d'un projet de dissémination de la menace, plus seulement à l'échelle du Sahel, mais à l'échelle de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Une reconfiguration du dispositif militaire français était donc nécessaire et elle débutera les semaines prochaines. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de votre fidélité à RTI 1. Retrouvez à 13h Herman Guivet. Quant à moi, je vous dis à demain, 6h30.